Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce sixième Café Géodéo, le dernier de l'année. Cet événement est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels et la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Et il est financé par le Fonds Vert dans le cadre de la collection Géodéo. Géodéo, qu'est-ce que c'est? C'est une collection d'outils de vulgarisation qui a été créée en 2022 sur la géologie avec un ancrage régional dans la thématique qu'elle aborde. Aujourd'hui, c'est 11 films de 2 à 3 minutes sur des sujets variés comme l'ouverture du détroit du Pas-de-Calais, la formation de la craie ou encore les variations climatiques du Quaternaire. Chloé va nous parler un peu plus amplement juste après. C'est aussi 6 paléo-environnements qui sont des représentations de paysages régionaux à une époque donnée et qui est issue de la rencontre entre les connaissances scientifiques d'une part et la vue d'un artiste d'autre part. Et enfin, c'est un ouvrage, Monde merveilleux des temps passés, pour découvrir les êtres vivants qui peuplaient ces paléo-environnements. Tous ces outils sont téléchargeables gratuitement sur le site du conservatoire et je vous mettrai le lien dans le chat dès que j'aurai terminé mon introduction. Tu veux passer de slide? Nouveauté 2024, il y a les cafés Géodéo. Donc, c'est un cycle de webinaires qui permet de compléter les outils qui ont déjà été produits et permettre aux usagers et aux autres curieux de poser leurs questions aux experts qui ont participé à fabriquer ces ressources. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé Maréchal, enseignante-chercheuse au laboratoire de géologie de Lyon, qui va nous parler un peu plus des variations climatiques du Quaternaire. Chloé, c'est à toi si tu veux te présenter plus amplement et puis enchaîner sur ta présentation. Très bien, Merci. merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire. Merci de m'inviter. Et en effet, je vais vous parler des climats passés qui vont donc éclairer notre compréhension des climats actuels et futurs. Je suis géochimiste et paléoclimatologue au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement, à l'université Claude Bernard Lyon 1. Et j'ai publié en coécriture un livre qui a été donc réédité en 2020 après avoir été édité en 2015 en anglais et en français, qui s'appelle Climat, passé, présent, futur. Et j'ai également participé à la mise en place d'un enseignement obligatoire pour tous nos étudiants de première année à l'université Lyon 1, qui se nomme Climat et Transition, donc ça représente environ 1500 étudiants. Et les vidéos qui ont été faites par moi et mes collègues sont en libre accès au site qui est nommé ici, où donc on reprend l'idée des changements à l'heure actuelle sous différents angles, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous parler donc des climats passés de la Terre et en quoi, en fait, ils apportent un éclairage tout à fait, j'allais dire, lumineux sur le changement climatique actuel et futur, c'est-à-dire le changement climatique en cours. Même si, bien sûr, les origines de ces changements sont radicalement différentes, on y reviendra. D'abord, vous présenter mon métier de chercheuse, qui est donc celui de reconstituer les climats passés. Je m'intéresse en particulier à des climats particuliers qui ont eu lieu sur les dernières centaines de milliers d'années. Et plus exactement, ici, je vais vous parler de deux sites qui sont donc dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, à Oisier et à Caours, qui ont la particularité de donner accès à des témoignages d'environ 130 000 ans. Et il y a 130 000 ans, eh bien, c'était une période comparable à la nôtre au niveau historique depuis 12 000 ans, c'est-à-dire une période dite interglaciaire. Alors, sur ce site tout à fait particulier, ici je vous présente le site de Caours, on a retrouvé donc une concentration tout à fait étonnante de restes d'herbivores, notamment, de carnivores également, hein, mais de gros herbivores notamment. Donc ici, vous pouvez voir une dent là, que je viens de trouver dans ce niveau ici, là. Vous voyez, donc on la balise avec des petites épingles. Et puis, donc, on va la sortir et on va essayer après de l'identifier. Ça, c'est le travail de mes collègues paléontologues, comme par exemple Patrick Auguste. Et donc, on a donc une collection absolument fantastique de restes qui sont datés à peu près autour de 130-120 000 ans en arrière.
Vous voyez ici des mâchoires de cervidés, etc., des os assez importants de gros mammifères passés. Et puis ce site, il est également exceptionnel parce qu'on a retrouvé des artefacts humains, à savoir donc ici des bifaces qui ont été donc sculptés à l'époque par des hommes de Néandertal, puisque c'était la seule humanité qui occupait la France à cette époque. Homo sapiens avait émergé, mais était encore cantonné à l'Afrique à cette période. Alors, à partir de ces restes, eh bien, je vais utiliser une technique particulière qui est la géochimie sur les dents de ces gros herbivores passés en faisant des parallèles avec l'actuel. Alors, juste quelques mots, quelques schémas un petit peu de la représentation de la vie de, nos, de nos cousins ancêtres néandertals à cette époque sur le site de Oisier, ici, pardon, Caour. Donc, on pense que la concentration de ces grands herbivores venait en partie du fait que c'était un lieu de boucherie, c'est-à-dire de découpage de la viande après l'avoir chassée, près d'une zone marécageuse. Alors voilà donc une image de dent retrouvée dans cet endroit-là. Donc vous voyez, c'est une dent qui n'a pas l'air très imposante en tant qu'image, en tant que forme, hein, 1 centimètre. Eh bien, tout le travail de mes confrères paléontologues va être de faire des analogies et à partir des connaissances également passées, de pouvoir identifier l'animal à qui appartenait cette dent. Ici, en l'occurrence, c'est celle d'un mégacéros, ou un mégalocéros giganticus, qui est donc une espèce de cervidé qui a disparu, hein. Et ici, vous voyez une image qui est fausse, bien sûr, puisqu'on compare cet être à un homme actuel, mais pour vous donner l'image de ce cerf qui était absolument très, très grand. Et puis d'autres dents aussi qu'on a trouvées, comme ici des cerfs que l'on retrouve toujours à l'heure actuelle, ou encore ici des dents de rhinocéros de prairie, qui lui aussi est une espèce éteinte. Donc tout ça, ce sont des choses sur le site de Caour qui proviennent d'il y a à peu près donc 130 000 ans, 120, 130 000 ans en arrière. Et moi, je vais faire des analogies avec les mêmes espèces actuelles, ou en tout cas équivalentes, en termes de cousinage, on va dire, hein, par rapport à celles qui sont éteintes, en travaillant sur l'émail de ces dents. Alors, l'émail de ces dents, donc vous voyez ici la formule, hein, c'est du phosphate avec du calcium et un radical OH. Et donc, il y a de l'oxygène. Et dans cet oxygène, je vais m'intéresser à 2 isotopes, le 18 et le 16, et je vais mesurer leurs proportions relatives. C'est ce que je vais appeler le delta O18. Alors, pourquoi travailler sur les dents et pas sur d'autres parties fossiles de ce site? Eh bien, tout simplement parce que l'émail est assez résistant, donc on pense qu'il y a très peu de modifications qui ont été apportées suite à l'enfouissement, et au ruissellement, etc., aux échanges qu'il y aurait pu y avoir pendant 130 000 ans entre la dent, le fossile et l'extérieur, et qui aurait pu modifier le signal initial. Alors, évidemment, avant de faire la mesure du delta O18, donc O18 sur O16, il va falloir que j'extrais cet oxygène, donc que j'extrais le phosphate, le PO4, de la dent. Et en quelques mots, hein, tout ça prend bien du temps. Par exemple, pour traiter 8 échantillons, j'ai besoin de 4 jours de chimie en faisant des attaques par acide fluoridique, des échanges sur des résines pour isoler justement le radical phosphate et après des précipitations avec de l'argent pour avoir des phosphates d'argent. Et puis enfin, donc, l'ensemble est brûlé et passé, analysé à travers un spectromètre de masse. Et enfin, j'ai une valeur O18 sur O16 ou encore delta O18 pour mon échantillon. Alors, qu'est-ce que j'en fais après? Eh bien, donc, je vais l'interpréter. L'idée est tout simplement que le delta O18 d'une espèce herbivore représente en fait le delta O18 de l'eau de pluie dans lequel cet herbivore évolue. Or, le delta O18 de l'eau de pluie lui-même dépend de la température du lieu. Voilà. Donc, on a une espèce de relation en 3 parties.
Et en utilisant des analogues à l'actuel, eh bien, donc, on va essayer de se baser sur ces mêmes relations pour reconstituer la température de l'air, du vivant, de l'animal. Voilà, par exemple, le genre de courbe que j'utilise. Euh, donc, imaginons ici que à 13, j'ai un échantillon qui me donne 13,8 pour 1000 en analyse après le passage au spectromètre. Eh bien, donc, j'ai une courbe, donc c'est un échantillon d'un cervidé, donc c'est la courbe violette, ici, que vous voyez, le DEER. Donc, sur cette courbe, c'est-à-dire que cette courbe violette, elle a été obtenue avec des échantillons actuels de différents milieux avec différents types d'eau de pluie. Donc, j'ai une droite, hein, et à partir de cette droite, je trouve que l'eau de pluie qui a été mue par ce cerf avait une composition isotopique de moins 10,7 pour 1000. Or, comme je vous l'ai dit, il y a une relation entre le delta O18 de l'eau de pluie et la température du lieu. Et ça, c'est l'autre courbe ici en bleu foncé. Eh bien, je vais utiliser cette courbe bleu foncé pour retrouver la température qui correspond à la formation de cette eau de pluie pour la valeur que je viens de définir. Voilà. Donc ici, je trouve que la température était de 6,8 degrés du vivant de l'animal. Vous pouvez remarquer qu'il y a une petite correction qui peut être faite avec ici les flèches en rouge parce que, eh bien, quand on est dans une période, par exemple, glaciaire, ce qui est le cas sur cet exemple sur la figure, eh bien, le cycle de l'eau est complètement modifié sur Terre parce qu'il y a des immenses calottes qui ont pompé de l'eau dans les océans pour le stocker sous forme de glace. Et donc, il faut faire une petite correction pour prendre en compte ce grand fractionnement à l'échelle globale. Alors, du coup, voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc ici, c'est sur le site de Oisier, sur euh, environ 8 échantillons que j'ai pu obtenir. Donc, on a 4, 5 peut-être pour des dents de chevaux. Ici, là, donc pour le triangle, ça va être un mégalocéros et ici une dent de chevreuil. Et donc, ils sont à des étages différents. Et le premier étage me donne une température d'environ 5 degrés du vivant de l'animal. Sur l'étage qui est au-dessus, environ 7 degrés. Et enfin, le dernier étage, à peu près 9 degrés, 8,5 degrés. Et je sais que je suis entre une période qui est plus froide, pour laquelle malheureusement il n'y a pas eu d'échantillon, qui correspond à l'époque glaciaire il y a environ 135 000 ans. Et également, ces échantillons sont compris entre une époque plus chaude qui correspond à la dernière période interglaciaire, il y a environ 125 000 ans, qu'on appelle l'Éémien. Et pour vous dire en deux mots, bah, vous voyez bien qu'ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai des températures absolues et on voit bien qu'il y a une augmentation de température entre ces deux extrêmes de période froide glaciaire et de période intermédiaire chaude interglaciaire. Alors, un petit mot rapidement, mais ça va être complété par la présentation que va faire Laurent Descott en janvier prochain, avec d'autres indicateurs, notamment la palynologie, les restes de bois fossiles, etc., etc. Eh bien, on a pu déterminer que l'environnement de ce site de Oisier a complètement changé. Pour l'environnement dans lequel le cheval que j'ai échantillonné a vécu et dans lequel il y avait aussi des hommes de Néandertal à 5 degrés quand même, c'est absolument fantastique hein, de voir qu'il y a une espèce humaine qui a vécu dans de telles conditions. Eh bien, on était dans un paysage de steppe et de toundra. Ensuite, eh bien, en accord avec le réchauffement des températures, on a quelque chose de plus herbacé, avec quelques arbres pionniers qui arrivent. Et dans l'étage supérieur que j'ai pu échantillonner, là, on commence à être vraiment à la fin de la transition glaciaire-interglaciaire avec des espèces d'arbres de plus en plus denses dans ce paysage. Malheureusement, donc encore une fois, je n'ai pas pu échantillonner en termes de température la période interglaciaire. Mais vous voyez que ce type de travail, en fait, peut être réalisé donc, pour des temps passés assez étendus. Et par exemple, si on analyse des choses au dernier interglaciaire,
en différents sites, comme c'est par exemple le cas ici sur cette carte synthétique que je vous propose, donc pour moins 125 000 ans, hein, tous les sites qui ont été échantillonnés, les températures que la géochimie a reconstituées. Mais vous voyez qu'on a une image de la température sur le globe, hein, une image globale de la température à cette époque-là. Et en concaténant toutes ces données, eh bien, on arrive à produire une température moyenne de cette époque. Et ça, on peut le faire en remontant encore plus loin dans le temps, où on est encore plus précis sur les dernières centaines de milliers d'années. Et tout ça nous dit que, au final, un petit schéma pour résumer l'idée que je viens de vous présenter, hein, c'est que depuis 3 millions d'années, nous oscillons entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires qui sont comprises entre des températures moyennes de 10 degrés sur le globe et des températures moyennes de 15 degrés sur le globe. Donc, entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires, nous avons des variations globales de 5 degrés. Nous sommes actuellement dans un interglaciaire depuis 12 000 ans. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on sait qu'au maximum, il y a quelques interglaciaires antérieurs qui ont été un petit peu plus chauds que l'actuel. C'est le cas, par exemple, de l'Éhémien, il y a 125 000 ans. Il était d'environ 2 degrés plus chaud. Mais jamais, jamais plus. On n'a jamais déplacé plus de 2 degrés par rapport à l'interglaciaire actuel depuis 3 millions d'années. C'est-à-dire depuis, évidemment, l'émergence du genre Homo, il y a à peu près 3 millions d'années, et l'émergence de notre espèce, Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Donc, on reviendra là-dessus. Et maintenant, je vais vous présenter les grands traits du changement climatique actuel. Alors, au niveau de la température sur le globe, nous avons ici des relevés, enfin des données qui sont donc une concaténation de données et de méta-analyses sur l'ensemble du globe de différentes agences internationales complètement indépendantes, donc anglaises, ADCRUT, NOAA et Berkeley qui sont américaines, CADO qui est japonaise, et puis donc on en a d'autres aussi qui ne sont pas présentées ici mais européennes. Et vous voyez que toutes ces agences donnent la même tendance, même assez fine pour cette courbe. On voit une augmentation de température. Donc ici, cette température est exprimée en écart par rapport à une moyenne qui est celle de 1850-1900, c'est-à-dire la période pré-industrielle. Et donc, on va voir que par rapport à cette période pré-industrielle, eh bien, globalement, les températures ont augmenté d'environ 1,2 degré en 2022 à peu près. On est un petit peu 1,3 maintenant en 2024. Donc, la température augmente sur le globe et de à peu près plus 1 degré. Et vous voyez ici l'échelle de temps. En fait, l'augmentation se fait à partir de 1900, donc en un siècle. En un siècle, plus 1 degré. Comment est-ce qu'elle se traduit au niveau géographique? Eh bien, vous pouvez voir que le réchauffement est plus fort sur les continents que sur les océans. Donc ça s'explique par la capacité calorifique de chacun de ces milieux. Et puis, plus on monte en latitude, notamment dans l'hémisphère nord, eh bien, plus le réchauffement est fort. Donc ça s'explique par l'amplification polaire. Et vous voyez, par exemple, que sur les continents, en Afrique, on a à peu près environ plus 1 degré, donc sur la période 2015-2019 par rapport à 1950-80. En Europe, on a à peu près 2 degrés. Et donc, si on va vraiment en haute latitude, on est autour de 3, voire 4 degrés. Donc, un réchauffement qui s'amplifie plus on se rapproche des pôles. Il est quasiment le double sur nos continents par rapport au global, hein, on va se rappeler de ça. Et puis, plus marqué sur les continents que sur les océans. Alors, en France, eh bien voilà, donc l'augmentation, enfin la variation de température que l'on observe, toujours expliquée par rapport à une anomalie, donc qui ici est par rapport à 1960-90. Hein. Et vous pouvez voir que globalement, les températures, on va dire au premier ordre, n'évoluent pas beaucoup et que c'est à partir des années 80 qu'on a vraiment une augmentation qui est très, très marquée. Un peu comme sur la courbe globale.
Et cette augmentation, elle est d'environ 2 degrés depuis la moyenne, depuis le 1900. Hein. Là, j'ai remis par rapport à 1900 ma flèche rouge. Donc, on a bien un réchauffement qui est 2 fois plus rapide en France que par rapport à la moyenne globale. Donc ça, il faut s'en rappeler parce que quand on dit plus 2, plus 3 à la fin du siècle, voire 4 degrés, en fait, ça veut dire plus 4 à plus 8 degrés en France métropolitaine. Donc ça, bien sûr, ça s'explique pour les raisons précédentes. Hein. On est sur un continent, donc ça se réchauffe plus, et en plus, on est aux moyennes latitudes, donc ça se réchauffe plus également. Au final, quelle que soit la loupe avec laquelle on regarde ce réchauffement, donc à un niveau global, un niveau régional en France ou un niveau local à Lyon, dans lequel j'exerce ma profession, eh bien, vous voyez que l'image est tout le temps la même. On a un réchauffement qui n'est pas très marqué, mais qui existe quand même jusqu'aux années 50 à peu près, puis qu'après qui fait une espèce de plateau, puis surtout qui redémarre à partir des années 80 pour s'amplifier de façon très, très importante. Alors en France, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, quand on concatène les tendances sur la température, mais aussi sur le cycle de l'eau, eh bien, on voit qu'on a des zones climatiques qui se déplacent. Entre, par exemple, ici, à gauche, les années 50-80, pour lesquelles on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution au niveau global, et à droite, en 2009. Vous voyez que, eh bien, par exemple, le climat méditerranéen d'Avignon a été transmis en quelque sorte à Montélimar en 30 ans. Et même le climat tempéré subméditerranéen qui prévalait à Montélimar, eh bien, en 2009, va prévaloir à Valence et à Lyon. Puis la même chose dans le sud-ouest de la France. Donc, on a une remontée vers le nord de ces ces isoclimats, ces lignes d'isoclimat plus exactement. Et cette remontée, eh bien, elle est vraiment rapide. Parce que si vous regardez bien, elles se sont déplacées d'environ 100 à 130 km vers le nord et le nord-ouest en 30 ans. Ce qui fait une vitesse d'environ 3 km, 3 km 3 par an. Donc, quelque chose d'important. Et bien entendu, donc ça, c'est un travail qui a été fait dans le sud de la France, mais les tendances sont les mêmes dans le nord du pays, le nord de l'Europe, et même pour toutes les latitudes, une remontée vers les plus hautes latitudes des lignes d'isocline. Donc, pour synthétiser un petit peu, voilà, donc on observe un réchauffement sur le globe de 1 degré, mais il est le double au niveau de l'Europe et le triple, voire le quadruple sur les continents arctiques. Alors, pour ce qui est des précipitations, on observe une augmentation de la teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui est tout à fait logique puisque plus il fait chaud, plus les océans et plus les continents vont évaporer. On parle d'évapotranspiration, donc à la fois un processus physique et biologique par les plantes. Et donc, la teneur en gaz H2O augmente. Or, plus il y a d'H2O sur Terre, eh bien, plus il y a de précipitations. Donc, le cycle de l'eau est exacerbé. Cependant, la différence de la température, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de précipitations partout sur le globe. Voilà les relevés de précipitations qui ont été faits entre 1951 et 2016 sur la droite. Et vous voyez que c'est des choses qui sont plus difficiles à faire. Techniquement, les mesures des précipitations sont plus dures à calibrer, même à mesurer. Il y a de nombreuses zones sur lesquelles nous n'avons pas encore de données. Donc, c'est les points un petit peu avec des croix. On voit que c'est pas signifiant, les résultats. Mais on peut quand même voir une image qui montre qu'il y a certaines zones plus arrosées, comme par exemple le nord de l'Europe ou le nord de l'Eurasie, et des zones qui sont moins arrosées, comme par exemple l'Amazonie ou le pourtour méditerranéen. Alors en France, ce que l'on observe est assez cohérent avec cette image. Voilà par exemple une évolution entre 1961 et 2012 du cumul des pluies, donc ici en hiver,
qui est la saison pendant laquelle on a la plus grande recharge en pluie en France métropolitaine, hein, en automne et en hiver. Et vous pouvez voir que nous avons une nette diminution des précipitations sur toute la moitié sud de la France. Au contraire, on a une augmentation, une tendance à l'augmentation sur la partie nord-est. Donc, pendant la recharge, eh bien, donc, on observe que les pluies hivernales ont fortement diminué dans la partie sud de la France. On a des hivers qui sont plus secs. Et puis, voici une petite carte en été où on voit qu'on a une tendance similaire dans le sud. C'est-à-dire que pendant la période qui est la plus sèche déjà, eh bien, on a encore plus de diminution des précipitations dans cette partie sud. Au contraire, on aurait une augmentation plutôt dans la partie nord. Donc, on a une France qui sera un petit peu coupée en deux en termes d'évolution des précipitations, avec une partie nord plus arrosée, une partie sud moins arrosée. Donc, ça correspond à cette remontée du climat méditerranéen vers le nord et vers les plus hautes latitudes de façon générale. Donc, je vous ai parlé des températures, des précipitations. Qu'est-ce qui se passe pour les autres compartiments sur Terre? Et là, je vais juste vous présenter un résumé à ma façon. Donc, les grands compartiments sur Terre, ce sont l'atmosphère, les océans, les continents, mais aussi les glaces et puis ce qu'on appelle la biosphère, donc l'ensemble du vivant. Dans l'atmosphère, on observe que le CO2 augmente, on va revenir là-dessus, la vapeur d'eau augmente, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la température augmente, bien entendu, aussi. Dans les glaces, que ce soit les glaciers, mais aussi la banquise, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, la neige, le pergélisol, tout montre une diminution. Donc, on a une réserve de glace qui fond qui fond à vue d'œil. Pour ce qui est de l'océan, on observe une augmentation de son niveau marin d'environ plus 20 cm par rapport à l'époque pré-industrielle, sur l'ensemble évidemment des océans et des mers. Une augmentation de l'acidité des eaux de surface due à une dissolution du surplus de CO2 qui est injecté dans l'atmosphère, qui produit donc cette acidification, une augmentation des températures de surface. Et pour la biosphère, eh bien, on observe de très grandes manifestations comme la migration des espèces, donc vers les plus hautes latitudes, là où il fait un peu plus frais, une augmentation, un allongement de la durée de la saison de croissance des plantes. Voilà, ce qui peut être problématique dans le sens où il, les plantes peuvent être soumises à des canicules durant leur croissance de plus en plus. C'est le troisième point, l'impact des événements extrêmes. Et dans ce vivant, qui contient aussi les humains, eh bien, on observe que pour eux, c'est-à-dire pour nous, eh bien, on a déjà des baisses de rendement en agriculture pour les plus grandes céréales cultivées, hein, les 4 grandes céréales, blé, soja, riz et maïs. On ne sait pas être céréales, mais bon, voilà. On observe l'émergence de nouvelles maladies, par exemple, comme des maladies tropicales qui sont devenues autochtones en France métropolitaine, telles que chikungunya, dengue ou encore Zika, suite à la circulation du moustique tigre et à son implantation qui est maintenant viable à nos latitudes. Donc ça, bien entendu, c'est exacerbé aussi par le commerce, hein, par l'homme en lui-même. Et puis des migrations humaines qui ont déjà lieu donc, depuis plusieurs années sur le globe suite à ces changements de climat. Bien entendu, la liste ici n'est pas exhaustive. Alors, quelques mots sur l'origine de ces changements climatiques. Allons voir un peu ce que nous ont livré nos collègues glaciologues qui ont analysé donc des bulles dans les glaces antarctiques notamment, qui font quelques kilomètres d'épaisseur. Et plus on remonte à l'intérieur d'une calotte polaire, et bien plus on remonte dans le temps. Et donc, ils sont allés analyser, échantillonner de l'air fossile emprisonné dans les glaces antarctiques. Et cet air fossile nous a donné donc des concentrations en CO2 et que vous voyez donc représentées sur cette courbe, là, depuis 800 000 ans.
Et vous voyez que les concentrations au CO2 ont naturellement évolué entre environ 180 ppm et 300 ppm, qui est une unité de mesure de la concentration en CO2 atmosphérique, donc depuis 800 000 ans. Et j'ai ajouté sur ce graphe la teneur actuelle en CO2 atmosphérique, qui est d'environ maintenant 420 ppm, hein. On n'en est même plus à 415, 420 ppm. Et vous voyez que cette teneur sort complètement du cadre des variations climatiques des derniers 800 000 ans. Alors, à savoir que ces variations de CO2 atmosphérique sont liées aux oscillations glaciaires interglaciaires sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et même si l'on revient encore plus en arrière, on peut montrer que ces teneurs actuelles en CO2 n'ont pas été atteintes depuis plus de 2 millions d'années en arrière. Donc, actuellement, on est dans un contexte très différent du point de vue des teneurs en CO2 atmosphérique. Or, nous savons depuis maintenant plus de 150 ans que le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réchauffer la surface de la Terre, et plus sa concentration augmente, plus eh bien, les températures de surface augmentent. À côté de ceci, on sait que les activités humaines produisent du CO2 dans l'atmosphère à travers l'utilisation des combustibles fossiles, donc pétrole, charbon et gaz, mais aussi à travers un peu de façon minoritaire hein, l'industrie des ciments et la déforestation. Et vous voyez que ici, eh bien, on voit que continuellement, donc chaque année, les émissions envoient plus de CO2 dans l'atmosphère que l'année précédente. Vous pourrez remarquer que sur ce graphe a été reportée la pandémie de Covid-19 et malgré l'arrêt du nombre d'activités au niveau mondial à cette période-là, eh bien, le CO2 émis par les activités humaines n'a globalement pas beaucoup varié. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces émissions de plus en plus importantes chaque année de CO2 dans l'atmosphère, gaz à effet de serre, et le réchauffement que l'on vient de constater du climat? Voici une courbe sur laquelle est reportée la variation de température depuis 1850 jusqu'à 2020 en termes d'écart à la moyenne à la période pré-industrielle. Donc, c'est la courbe noire qui correspond en tout point à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, on voit bien une augmentation à partir de 1920, un plateau entre 1940 et 1980, et après une augmentation très importante. Et puis, vous avez deux autres courbes, une verte et une orange, avec leur enveloppe d'incertitude. La première représente des simulations de l'évolution de la température moyenne sur le globe si l'on ne prend en compte que les variations naturelles, à savoir donc les variations de l'activité de notre Soleil ou les variations d'éruptions volcaniques qui peuvent donc soit refroidir, soit au contraire réchauffer la planète. Alors vous voyez que cette courbe verte, eh bien, elle colle plutôt bien aux observations jusque dans les années 1940. Et elle ne colle plus du tout avec les observations à partir des années 1960-70. Là, on voit la courbe verte qui reste proche de zéro, alors que la courbe noire, elle, va vers des températures de plus en plus élevées. Maintenant, si on additionne à ces simulations, à ces modèles climatiques, en plus des variations naturelles, l'activité humaine émettrice de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, mais principalement le CO2, eh bien, vous voyez qu'on a une courbe qui colle quasiment aux observations, c'est la courbe orange. Ceci veut dire qu'on ne peut pas expliquer l'augmentation de température sur les 5 dernières décennies sans prendre en compte l'activité humaine. Donc, l'activité humaine est bien responsable de l'augmentation de température depuis donc plusieurs décennies. Donc, c'est à cause de l'effet de serre. Encore une fois, je parle du CO2 parce que c'est le principal gaz à effet de serre émis par les humains, responsable du changement climatique actuel. Alors, au niveau du futur, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, puisque nous savons que nos émissions
produisent un réchauffement, nous allons faire des scénarios d'émissions de CO2 par les activités humaines. Donc, on les appelle les scénarios SSP, qui mêlent à la fois des augmentations physiques, donc on met tant de watts en plus par mètre carré de surface terrestre, et en plus on prend en compte les évolutions technologiques, les inégalités, enfin des choses qui relèvent plus de l'économie et de la sociologie dans le futur. Et nous avons ici donc 4 scénarios. On va regarder que les extrêmes, donc le SSP 1 2.6 qui est en bleu foncé et le SSP5 8.5 qui est en rouge foncé. Dans le premier cas, nous diminuons les émissions à partir de 2020 de façon importante, puisque vous voyez qu'elles sont divisées par 2 en 2050 par rapport à 2015 et qu'elles sont à 0 en 2070 et même on tend à capter par la suite du CO2 qui a été précédemment émis dans l'atmosphère. Pour le deuxième scénario, donc le 8.5, au contraire, on continue exactement sur la lancée actuelle en émettant chaque année plus de CO2 dans l'atmosphère que l'année précédente. C'est ce qu'on appelle le scénario business as usual. Continue notre business actuel. Comment vont évoluer les températures dans ces deux cas extrêmes? Donc, voici représenter l'évolution des températures, toujours en écart par rapport à la période pré-industrielle, 1850-1900. Donc, la courbe noire que l'on voit entre 1950 et 2015, c'est la courbe que je vous ai déjà présentée, qui est historique et qui a été faite à partir des mesures. Et puis après, c'est les scénarios que je viens de vous présenter. Eh bien, vous voyez que dans le scénario 2.6, la température est stabilisée. Elle est stabilisée à peu près à 2 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Et ce, à partir des années 2050. Vous remarquerez que ce n'est pas parce qu'on diminue les émissions qu'on fait diminuer la température. Pourquoi? Parce que tout simplement, le CO2 a un temps de résidence dans l'atmosphère qui est très long, des centaines d'années, voire des milliers d'années si on prend en compte la lithosphère, d'où il vient en tant que combustible fossile. Donc, ceci veut dire que de toute façon, le réchauffement, il est inévitable. Mais on peut le limiter justement à travers ce type de scénario. Dans l'autre scénario, eh bien, au contraire, on a une température qui n'est pas stabilisée à la fin de notre siècle et on est à plus 5 degrés moyen sur le globe à la fin. Enfin, en 2100. Dans tous les cas de figure, vous voyez que on va vers un réchauffement qui est inévitable, comme je vous disais, d'environ plus de degrés en 2050. En revanche, donc, c'est maintenant ce que les sociétés décident ou produisent comme émission qui va déterminer l'éventail vers lequel on va se diriger à partir de 2050. Encore une fois, à cause du temps de résidence. Voilà, donc on peut aller dans 2 types de scénarios complètement différents, soit plus 2, soit plus 5 en moyenne sur le globe. Dans tous les cas de figure, le réchauffement, vous l'avez compris, il sera mondial et il ne sera en aucun cas compensable par des variations naturelles, soit parce qu'elles sont trop petites. Si on a une diminution de l'activité solaire, ce sera au maximum 0,5 degrés en moins, et encore, c'est beaucoup. On est en train de revenir sur ce chiffre, on est plutôt à moins 0,3. Le volcanisme explosif aussi, c'est moins 0,2 et c'est uniquement sur quelques années. Ou parce que ces variations naturelles seront beaucoup trop lointaines, comme par exemple la prochaine glaciation qui devra avoir lieu dans 50 000 ans, pas moins. Donc en fait, l'humain est la force motrice de l'évolution du climat pour notre siècle et les prochains millénaires également. Alors en termes de scénario de précipitation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, donc résumé en gros les zones sur lesquelles on sait qu'il va y avoir une diminution des précipitations, une augmentation de l'évaporation. Donc des zones de sécheresse, elles sont au nombre de 4-5 sur le globe et on notera que le pourtour du bassin méditerranéen fait partie de cette zone où on sait qu'il y aura de toute façon des sécheresses de plus en plus importantes.
Alors voilà, je voudrais maintenant vous parler de l'enseignement du passé. Et c'est ma dernière partie sur laquelle je vais aller assez vite, mais bon, sur laquelle on pourra revenir ensemble si vous souhaitez. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on savait que depuis 3 millions d'années, la Terre avait oscillé entre un monde glaciaire, environ à 10 degrés de température mondiale, et un monde interglaciaire, donc un peu plus chaud, mais pourtant dans lequel il y a encore des glaces, hein, puisque on sait bien, il y a la calotte antarctique ou la calotte groenlandaise, et qui lui était à 15 degrés en moyenne. Entre les deux, plus 5 degrés en moyenne sur Terre. Donc, plus 5 degrés, ça doit vous évoquer quelque chose. C'est le cas du scénario SSP 8.5, qui donne donc plus 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en 2100 par rapport à l'époque. Enfin, voilà. Sinon, en travaillant sur les interglaciaires, eh bien, on a dit qu'on était arrivé à plus de degrés il y a 130 000 ans par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça doit vous faire aussi penser à quelque chose, c'est le scénario SSP 2.6 vers lequel, bien sûr, on tend. Puisque si on le dépasse, ça veut dire qu'on sort complètement des oscillations glaciaires interglaciaires des derniers millions d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un monde à plus 5 degrés? Eh bien, comparons le monde glaciaire au monde interglaciaire. Et ça, donc, ce sont les paléoclimatologues, paléontologues, paléoarchéologues, tout ce que vous voulez, condisciples qui ont travaillé à la reconstitution des climats passés sur Terre, qui nous ont permis d'avoir une image de ce monde glaciaire. Que je vais vous présenter. Une toute petite note, c'est que les plus 5 degrés entre glaciaire et interglaciaire se sont passés très lentement. En 80 000 ans, lorsqu'il a fallu construire une glaciation, et à peu près en 8 000 ans, quand il a fallu déglacer. À peu près. En tout cas, pas une centaine d'années, comme c'est le cas actuellement, dans le cas du scénario 8.5. Alors voilà, voilà la Terre présentée à droite, donc en période interglaciaire, c'est-à-dire depuis 12 000 ans, nous sommes dans cette situation. Nous avons une calotte polaire en Antarctique et puis une petite calotte polaire au Groenland. Avant cette période interglaciaire, nous étions en période glaciaire, il y a à peu près 23 000 ans. Et donc, nous avons une cinquantaine d'oscillations glaciaires interglaciaires depuis 3 millions d'années. Et ceci est dû à l'évolution des paramètres astronomiques de la Terre. Donc, évidemment, une cause naturelle d'évolution du climat. Voici la Terre il y a à peu près 23 000 ans. Vous voyez que son visage est complètement différent, puisque nous avons d'énormes calottes de glace de 3 km d'épaisseur qui recouvrent d'une part l'Amérique du Nord, jusqu'à Vancouver à l'ouest et New York à l'est. Également la calotte groenlandaise qui a bien grossi, comme vous pouvez le constater, et puis une autre grande calotte et qui recouvre l'Eurasie notamment de l'ouest, qu'on appelle la calotte phéno-scandinave. Ces deux grandes calottes, Amérique du Nord et eurasienne, vont complètement disparaître à chaque fois en période interglaciaire. Alors évidemment, le paysage est complètement différent sur Terre en période glaciaire par rapport à ce que l'on connaît. En exemple, je prends ici la région lyonnaise. Donc, je vous montre l'évolution des calottes polaires, mais dans des zones avec des montagnes, eh bien, les glaciers ont aussi fortement grossi en période glaciaire. Et nos glaciers alpins, eh bien, par exemple, venaient jusque dans la région lyonnaise, puisqu'on trouve le fameux emblème lyonnais qui est le gros caillou de la Croix-Rousse, qui a été apporté par des glaciers. Et ça s'est fait à partir d'une période glaciaire, il y a donc c'était l'avant-avant-dernière période glaciaire. Donc voilà une image de ce à quoi a pu ressembler la période de la région lyonnaise au dernier maximum glaciaire, il y a environ 23 000 ans. Donc à partir d'une photo actuelle du Groenland, des calottes du Groenland, et en imaginant à peu près que ça devait être le même type d'environnement. Et puis, ces formations de calottes vont avoir des retentissements sur l'océan. Parce que pour former ces calottes, eh bien, c'est de la neige qui s'est transformée en glace et cette neige provient
des nuages, donc de l'évaporation de l'océan. En période glaciaire, eh bien, le niveau marin est d'environ 130 mètres plus bas que la période actuelle. Vous voyez ici sur la droite les tracés des côtes actuelles. Donc attention parce que les calottes ne sont pas représentées sur cette image, hein. Et à gauche, une reconstitution il y a 23 000 ans. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont très différentes, hein. Par exemple, regardez en Indonésie, tout le plateau est émergé. On appelle ça le Sundaland. C'est une espèce de nouveau continent. Et il n'y a bien sûr aucune mer entre la France et l'Angleterre, hein. Le Japon est collé au reste de l'Asie, etc., etc. Il n'existe plus de mer dans le golfe Persique. Donc, des grandes modifications au niveau du tracé des côtes. Et troisième point qui me semble vraiment important pour caractériser une époque glaciaire par rapport à une époque interglaciaire, c'est l'évolution du vivant. Vous savez bien qu'en période interglaciaire, nous sommes normalement peuplés de forêts. Alors évidemment, quand on prend le TGV, c'est pas vraiment ce qu'on voit, on voit plutôt des champs. Mais les champs, c'est la marque humaine sur notre paysage, donc depuis plusieurs millénaires. De façon naturelle, au début de notre interglaciaire, eh bien, nous avions des forêts à profusion sur la grande partie de l'Europe. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe en période, glaciaire? Eh bien, au contraire, plus du tout de forêt, plus aucun arbre. On a un regard qui porte très très loin, puisque on a un paysage de steppe et de toundra, c'est-à-dire de grandes prairies avec la toundra. La toundra, c'est tout simplement des sols qui sont gelés une très grande partie de l'année. Donc évidemment, des végétaux qui ne peuvent pas se développer et croître de façon importante, hein. Et puis un cortège faunique qui est aussi radicalement différent, puisqu'en période interglaciaire, eh bien, ces grandes forêts sont peuplées d'animaux comme des cerfs, des sangliers, des daims, des lynx, des lièvres, etc. Et en période glaciaire, eh bien, nous avons donc des gros herbivores comme le mammouth laineux, aujourd'hui disparu, le rhinocéros laineux, aujourd'hui disparu, l'ours des cavernes, aujourd'hui disparu, la hyène des cavernes. Nous avons aussi des loups, etc., des pingouins au sud de la France, hein, dans la grotte Cosquet près de Marseille, par exemple. Donc, un cadre qui change tout à fait. Donc là, je vous ai brossé le changement entre une période glaciaire et une période interglaciaire, plus 5 degrés de variation. Récapitulé à partir d'une petite carte, voici le réchauffement glaciaire interglaciaire tel qu'il a été simulé par l'Institut Pierre et Simon Laplace à Paris. Et voilà donc les scénarios futurs, selon qu'on est dans un scénario sobre 2.6 ou au contraire émetteur 8.5. Vous observez à vue d'œil que si on se dirige vers le scénario 8.5, eh bien, on est exactement dans le cas d'un réchauffement entre glaciaire et interglaciaire. C'est-à-dire on est dans un cadre vraiment de très, très grande modification du visage de la Terre. Au contraire, si on est dans le scénario 2.6, eh bien, donc, on limite ces changements qui seront pourtant effectifs, quoi qu'il arrive, en tout cas jusqu'en 2050, mais limités. Alors, pour terminer, eh bien, voilà ce que nous apprend en fait les paléoclimats, ce que nous apprennent les paléoclimats. C'est que, donc, si on se dirige vers un plus 5 degrés à l'horizon 2100, on est dans un changement qui est aussi intense que celui qui advient lors d'une déglaciation, entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Mais ce changement, il va être environ 40 fois plus rapide, voire 50 fois plus rapide, hein, c'est des ordres de grandeur. Il n'a pas lieu en 8000 ans, au plus court, il a lieu en 200 ans environ, voire peut-être même un peu moins. Donc, extrêmement plus rapide. Et le troisième point est et qui est très important, sur lequel je n'ai pas encore parlé, c'est qu'en fait, on va réchauffer à partir d'une période qui est déjà chaude. Donc, on va rajouter plus 5 degrés à un monde qui est déjà plus 15 en moyenne. Donc,
on va sortir du cadre connu des oscillations glaciaires interglaciaires des derniers millions d'années. Alors que si on reste sur le plus de degrés, eh bien donc on va être plus chaud que l'actuel, certes, mais on va rester dans ce cadre des oscillations naturelles passées du climat. Enfin, quatrième point, il faut savoir que toutes les espèces vivantes, végétales, animales que l'on connaît sur Terre actuellement sont le résultat d'une adaptation, d'une super adaptation à ces oscillations climatiques très fortes entre glaciaires et interglaciaires. Et donc, il y a une espèce de méta-équilibre pour ces espèces qu'elles sont arrivées à franchir. Et si on part dans quelque chose d'autre, eh bien, très certainement, on aura une rupture de ce méta-équilibre du vivant. Enfin, donc, dernier point, ce réchauffement, il durera longtemps, hein, entre des centaines et des milliers d'années. Donc, tout l'intérêt absolument incontournable d'essayer, quel que soit le prix, à limiter les émissions de gaz à effet de serre, donc en limitant notre utilisation des combustibles fossiles, en arrêtant la déforestation tropicale pour nos pays industrialisés, et après, donc réduire les émissions jusqu'à les ramener à zéro le plus tôt possible. Bien entendu, cela demande de passer par un changement de mode de vie et notamment donc d'aller plus vers plus de sobriété tout en développant en parallèle des énergies durables, mais un changement de mode de vie devant tout. Alors, évidemment, tout ça ne constitue pas forcément des bonnes nouvelles. On n'a pas forcément envie d'entendre tout ça. Ce changement, comme je vous disais, il est inévitable. Donc, il faut s'y préparer, d'une part en s'adaptant à ce réchauffement qui va être plus important, ce changement climatique qui va être plus important, en tout cas dans les 30, 40, 30 ans à venir, et peut-être encore plus chaud si on ne fait rien. Et je voudrais vous montrer des choses qui existent dans, voilà, des choses qui sont faites. Alors, c'est vraiment à mon niveau, hein, ce que j'ai pu grappiller de changements que je pouvais observer autour de moi qui allaient dans cette direction de limiter les émissions et de transmettre ces connaissances et pour aboutir à des changements de mode de vie. Euh, Suite à cet enseignement obligatoire dont je vous ai parlé en tout début de conférence, eh bien, j'ai par exemple un étudiant qui a fait un très beau film qui fait la tournée de festivals mondiaux sur le ski de haute altitude. Hein, donc, ce sont des freeriders. Il est professeur de ski, Valentin. Et donc, il a fait ce film qui s'appelle Perspective, dans lequel, donc, évidemment, il montre de très belles images de ski, mais il parle de la diminution de la couverture neigeuse et dans lequel il interroge des spécialistes sur le climat. Donc, c'est l'idée de diffuser ces idées, ces connaissances à travers le monde pour ensemble se préparer au changement ou en tout cas engendrer ce changement. À l'université Claude Bernard, eh bien, nous avons un schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale et environnementale qui a été écrit depuis un an et qui vient d'être voté à l'unanimité tout début novembre, donc pour la prochaine présidence qui va prendre le relais donc début 2025 et qui touche donc tous les domaines, l'enseignement, la recherche, l'administration, etc., en termes de formation, de sensibilisation et de changement de pratique. Et nous sommes accompagnés par un cabinet d'études en psychologie sociale pour justement eh bien, faire les choses au mieux et promouvoir un changement de mode de vie, pour le coup, au travail. Sur Lyon, puisque donc c'est ma région, hein, donc j'ai pas beaucoup d'exemples dans les Hauts-de-France, je suis désolée, mais bon, on peut imaginer qu'il y a les mêmes. Il y a donc un plan énergie, un plan climat air énergie fait par la métropole du Grand Lyon, donc qui a permis de développer une mobilité douce, des changements de comportement aussi dans la nourriture qui diminue les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça adossé et appuyé en fait sur des associations comme Anciela
qui est une association participative avec des bonnes volontés régionales, locales sur Lyon qui vont, ça va être une espèce de pépinière d'idées pour changer les comportements et puis discuter, promouvoir des nouvelles choses. Euh, Comme je suis voironnaise et que Voiron est le pays de la Chartreuse, parce qu'on Voiron est au pied du massif de la Chartreuse, eh bien, la Chartreuse Diffusion, figurez-vous, qui est une entreprise de liqueurs, a décidé depuis cette année, donc début 2024, d'arrêter ses exports massifs à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui est son premier pays, son premier client, par des modes fortement émetteurs en gaz à effet de serre. Et donc, depuis le mois d'avril, eh bien, les expéditions de liqueurs se font par bateau à voile. Enfin, et évidemment, c'est pas exhaustif, mais je voulais parler aussi des COP qui sont très souvent décriées. Et c'est vrai que la dernière n'a pas donné forcément lieu à de très bons résultats, mais elles sont incontournables parce qu'elles permettent de mettre autour de la table les acteurs, les pays, les acteurs mondiaux par rapport à ce problème, d'en discuter et de faire avancer les choses, même si bien sûr en tant que scientifique, on trouve qu'elles n'avancent pas du tout suffisamment vite. Donc vous voyez qu'en fait, c'est à toutes les échelles que le changement doit se faire également. Et il y a des choses qui sont à l'œuvre actuellement. Donc, il faut s'en inspirer pour la suite. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Voici la biblio. Et Euh, donc, à vos questions. bah, merci beaucoup, Chloé. Il y en a déjà dans le chat. C'était vraiment très intéressant. Je vais commencer dans l'ordre des questions. Donc, je vous rappelle, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. On y répondra. Donc, j'ai une question de Patrick, Patrick Auguste. Jean Chaline vient de sortir un ouvrage tentant de montrer que seul le Soleil est responsable des changements climatiques depuis des centaines de milliers d'années. Que penses-tu de son interprétation? Alors, je n'ai pas lu ce monsieur, mais c'est évident que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Euh, L'évolution du Soleil n'est pas responsable du réchauffement constaté depuis 1980 notamment, et certainement pas non plus pas avant. Au début du XXe siècle, il y a peut-être des réminiscences de la fin du petit âge glaciaire qui est due là à une baisse d'activité solaire. Mais en tout cas, donc bon, déjà là, j'ai répondu pour le siècle passé. Donc on sait à 100% que ce sont les humains qui sont à l'origine du réchauffement des dernières décennies. Pour ce qui est du dernier millénaire, on sait qu'il y a eu effectivement des variations de l'activité solaire qui ont donné lieu notamment au petit âge glaciaire par une diminution de cette activité ou à l'optimum médiéval par une légère augmentation. Mais je tiens à moduler ça parce qu'il y a eu aussi des éruptions volcaniques majeures qui ont exacerbé ces tendances. Et je crois que tu parlais des centaines de milliers d'années. Euh, Répondons la question. Pardon, c'était 100 000 ans, c'est ça? Ouais, centaines de milliers d'années dans la Oui, question. oui, donc 100 000 ans, non. En fait, avant, les oscillations glaciaires interglaciaires, ce n'est pas dû à une variation d'activité du Soleil, c'est dû tout simplement une évolution de la distance de la Terre au Soleil en été dans l'hémisphère nord. Donc ça n'a rien à voir avec l'activité solaire. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir ça dans la vidéo à laquelle tu as contribué à participer, à fabriquer, hein, sur Géodéo, qui explique très bien les origines des variations climatiques au Quaternaire avec les paramètres de Milankovitch. Très Donc si je bien. viens de dire un mot, n'hésitez pas à y aller. Les liens sont dans le chat. Euh, Il y a une question rapide de C. Dubreuil. Est-ce que tu pourrais remettre la biblio à l'écran, s'il te plaît? Je pense qu'il y a des... Assez rapide. Et sinon, il y a une autre question euh, de Patrick encore. Quel effet de refroidissement sur l'Europe pourrait avoir l'arrêt potentiel du Gulf Stream? Alors, déjà, l'arrêt du Gulf Stream. Donc, le Gulf Stream, c'est un courant qui prend naissance aux basses latitudes de l'Atlantique nord-ouest, donc au niveau des Caraïbes, et qui remonte en latitude
jusqu'à toucher nos côtes, donc au niveau de 45 degrés de latitude, hein, et qui donc amène de l'eau réchauffée, effectivement, en moyenne latitude. Donc il y a un transport d'énergie qui se fait par ce courant et il appartient à une grande gyre, en fait, ce courant qui fait une espèce de boucle qui redescend vers les basses latitudes, entre autres. Ce courant, contre tout ce qui peut être développé comme idée, ne s'arrêtera pas. En revanche, il est vrai qu'il est possible que l'on voit un léger ralentissement de ce courant. Donc, ça veut dire un apport de chaleur qui sera peut-être un peu moins grand que s'il continuait à avoir sa vitesse telle qu'on la connaît depuis des dizaines d'années. Donc, effectivement, peut-être que localement, il pourrait y avoir une petite atténuation au niveau du réchauffement et de l'apport en vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc dans le cycle de l'eau. Mais tout le monde s'accorde à dire que cette diminution de réchauffement, donc ça ne veut pas dire un refroidissement, hein, une diminution de réchauffement sera négligeable par rapport au réchauffement global qui est dû aux émissions de combustibles fossiles. Donc, vous avez vu tout à l'heure que la France se réchauffait 2 fois plus vite que le reste du globe. Donc, il y aura de toute façon un réchauffement qui sera supérieur à celui du globe et la temporisation par un ralentissement potentiel de la circulation médio-atlantique viendra un tout petit peu pondérer ça, mais pas bon. Je suppose que ça répond à la question. Patrick, n'hésite pas à la préciser si c'est pas le cas. Il y a une question de Gérard. Quelles sont les informations qui permettent de prédire que le prochain âge glaciaire sera dans 50 000 ans? Alors ça, ça vient de la bonne connaissance de l'évolution des paramètres orbitaux. Euh, les oscillations glaciaires interglaciaires sont dues à l'éloignement de la Terre en été dans l'hémisphère nord. Et on sait qu'il y a 3 paramètres qui vont se combiner pour aboutir à cette situation. Donc une Terre plus ou moins proche ou éloignée du Soleil en été dans l'hémisphère nord, correspondant successivement à un interglaciaire ou au contraire un glaciaire. Et ces 3 paramètres orbitaux, c'est la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, l'inclinaison de l'axe par rapport au plan de à la perpendiculaire au plan de l'écliptique et ce qu'on appelle la précession, le fait que l'axe tourne sur lui-même comme une toupie. On connaît très bien la période de ces 3 paramètres astronomiques et donc on sait très bien projeter la prochaine glaciation qui ne sera pas avant 50 000 ans parce que actuellement l'orbite de la Terre est circulaire, c'est-à-dire qu'on est dans une... Enfin non, elle n'est pas circulaire, elle s'approche d'une circularité, on va dire. Et c'est ce qui fait que les variations climatiques se font très peu ressentir dans ce cas-là. Donc, il faut attendre assez longtemps avant que les changements se fassent. Si ils se font, vu qu'on part vers l'inconnu. Mais À lointain. d'ailleurs, moi j'ai une question parce qu'en fait, cette bimodalité climatique, cette alternance glaciaire-interglaciaire, elle est rendue possible par l'ouverture du passage de Drake, euh, donc, et l'installation du courant circumpolaire et donc l'englacement de l'Antarctique. À quel point on peut sortir de l'inédit? Est-ce qu'on finira pas par retomber sur, au vu de la disposition des continents et de ce que ça permet en termes de circulation des courants océaniques, est-ce que après nous, à un peu plus long terme, est-ce qu'on retombera quand même pas dans est-ce qu'on pourrait pas imaginer retomber dans dans un cycle glaciaire interglaciaire? Alors, le passage de Drake, donc, qui est cette zone entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, qui s'est ouvert il y a à peu près 40 millions d'années, en fait, ça n'explique pas les variations glaciaires interglaciaires. Ça explique l'ère glaciaire actuelle dans laquelle on se trouve depuis 34 millions d'années. Mais les oscillations glaciaires interglaciaires se sont mises en place bien plus récemment, sur une échelle géologique, hein,
il y a donc 3 millions d'années uniquement. Et ça, c'est uniquement, c'est pas du tout les changements de tectonique des plaques, hein, d'évolution géographique sur Terre. C'est c'est uniquement les paramètres astronomiques. Donc ceux-ci, ben, ils sont réglés comme du papier à musique, hein. Donc Hmm. il n'y a rien qui va influer là, sur eux, en tout cas. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on a des traces de ce genre d'alternance plus loin dans le registre fossile paléoclimatique, peut-être? Ce genre de Alors, dynamique? on a des alternances sur le fait que la Terre était plus rapprochée du Soleil, on était dans l'hémisphère nord à certaines périodes et plus éloignée à certaines autres, à travers des enregistrements sédimentologiques. Mais en fait, il a fallu qu'il fasse suffisamment froid à un moment donné sur Terre pour que ces alternances glaciaires interglaciaires se mettent en marche. Et ça n'a eu lieu qu'il y a 3 millions d'années. C'est-à-dire que les paramètres astronomiques, évidemment, ils font leur danse depuis des milliards d'années, hein, ils n'ont pas, ça Hmm. n'a pas changé ça. Mais les conditions sur Terre ont évolué dans le fond en termes climatiques suffisamment pour que on puisse englacer les continents de l'hémisphère nord. Avant, il faisait pas assez froid pour qu'ils s'englacent. Et ça, effectivement, c'est dû à des choses un peu plus de fond, d'évolution de fond du climat, et puis aussi peut-être de changement de CO2 de l'atmosphère euh, suite à divers Hmm. processus, et qui ont donc fait que depuis 3 millions d'années, les marqueurs de ces éloignements et rapprochements de la Terre au Soleil en été dans l'hémisphère nord se sont traduits par des alternances glaciaires interglaciaires. Hmm. Donc, à voir si l'excursion positive dans les anomalies de température réchauffe trop les continents, si je comprends bien. Enfin, Peut-être, oui. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Sinon, alors, une question. Est-on toujours aujourd'hui au Quaternaire alors qu'on parle d'Anthropocène? D'ère Quinaire. Ouais, Quinaire. Alors, très simplement, parce que j'ai pas suivi ça de très près, je sais que le terme d'anthropocène a été abandonné par les géologues, par les spécialistes, en gros. Donc, il n'est pas question de créer une autre zone, un autre étage géologique. Et donc, on reste dans le quaternaire d'un point de vue scientifique. En revanche, dans le langage courant, on continue à utiliser anthropocène pour désigner cette période où l'être humain modifie complètement les conditions de surface de la Terre. Ouais. Bon, j'imagine que ça répond à la question. Euh, hop. Une autre question de C. Dubreuil. Est-ce que l'inclinaison de l'axe ou sa précession dépend de l'état des masses d'eau, glace, liquide, gaz? Non. Non, Non. non, 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 pas que je sache. Alors, enfin, sur les échelles de temps que l'on regarde, non, il y a pas d'incidence. Mais non, je pense que c'est vraiment sur des beaucoup plus grandes échelles de temps où il peut y avoir des déplacements de continents, etc. Ouais. Bon, je botte un peu en touche sur cette question, mais en tout cas, pour les alternances glaciaires interglaciaires, il n'y a pas d'incidence. Sur l'échelle de la dizaine de milliers d'années, c'est pas Ah non, 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 significatif. bah non, non, non. Non, en fait, Euh, bon, je mets un bémol. J'en sais rien, en fait. Je suis pas sûre. Peut-être que finement, effectivement, il y a peut-être des changements qui. J'en sais rien. Je ne sais pas. Désolée. non, bah, c'est beau. C'est une position scientifique intéressante. Enfin, épistémique intéressante. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous laisse le temps. J'en pose une qui revient sur tout le début, enfin sur tout au début de ta présentation, où tu expliques l'utilisation du delta O18 sur les phosphates des dents de Oui? cerf. Euh,
une précédente présentation par Pierre-Antoine sur les terrasses de la Somme, les terrasses de la Somme, Ouais. nous disait qu'un bon marqueur, enfin qu'il y avait une malacophone très développée dans ces sites, sur ces sites. Et est-ce qu'on peut faire la même chose avec les carbonates des coquilles de ces mollusques? Et est-ce que vous vous êtes amusé à le faire sur Caour ou Euh, ben, malheureusement, non. Ah, Enfin, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de. Parce que je crois que le signal n'est pas assez bien préservé sur ce type de fossiles et qu'on n'a pas de droite suffisamment développée. On a un nuage de points, mais on n'a pas d'étalement suffisant pour pouvoir utiliser de tels marqueurs. En tout cas, c'est pas quelque chose que l'on a retenu. Et voilà, donc non, non, ça m'arrivait de faire la même chose sur des coquilles de bivalves marins, par contre, avec d'autres, évidemment, d'autres équations pour déterminer la température marine. Mais ce sont en général des gros bivalves, etc., qui sont vraiment bien conservés dans des gros sédiments. Et ouais, voilà, ce, ok, ce marqueur n'est pas retenu. ok. C'était par pure curiosité. Ah ouais, non, mais très bien. Euh, Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Ben, merci à tous et à toutes d'avoir Bah, écouté tout ça. merci à toi d'être venu, c'était vraiment très intéressant. Puis même Merci. ces échanges, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec une scientifique. Voilà, merci beaucoup. Et donc, bah, merci encore à toi. Merci pour ces échanges. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez passé un agréable moment pour ce dernier café et que vous avez appris plein de choses. Et j'espère vous retrouver pour le prochain café Géodéo. Donc, il aura lieu le 6 février et ce sera Laurent de Scott, donc, qui est géoarchéologue, si je ne me trompe pas, qui nous présentera la formation d'Oisier que tu as évoquée tout à l'heure. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont organisés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Je vous souhaite une bonne soirée et puis maintenant que l'enregistrement va être coupé, vous pouvez ouvrir vos micros et puis discuter, poser vos questions de vive voix si vous en avez envie. Au revoir. Hop. Au revoir, merci.